Dans un instant, comme promis, donc, nous allons nous intéresser à la question du débat des sénateurs et aussi à la tension du jour entre le gouvernement, toujours une nouvelle fois, et plus précisément Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Jérôme Guedj, le député socialiste. Vous allez voir, sacré passe d'armes. Mais avant, une information qui vient de nous arriver, une information très triste, notamment pour tous les fans de football. Juste Fontaine est mort. Recordman des buts, 13 buts marqués en une Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde 1958 où les Français sont arrivés en demi-finale. Juste Fontaine est décédé à l'âge de 89 ans suite à un communiqué délivré par sa famille. Un homme exceptionnel qui a fait les grandes heures de l'équipe de France, du stade de Reims, recordman des buts. Donc Juste Fontaine, c'était Coppa, puis Anthony, voilà, toute cette génération qui nous quitte. Au fur et à mesure, ainsi va la vie, ainsi va le temps. Nous évoquerons évidemment, bien sûr, tout au long de cette journée sur Sud Radio, la mémoire de Juste Fontaine. Fera-t-on un jour mieux que lui? 13 buts inscrits dans une Coupe du Monde. Peut-être Kylian Mbappé, mais le football a bien changé. Juste Fontaine nous a quittés. Une pensée, bien sûr, pour lui et pour ses proches de la part de toute l'équipe de Sud Radio. Allez, revenons sur notre deuxième grand sujet d'actualité de la matinée. Dans un courrier au député PS Jérôme Guedj, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, écrit « Le nombre de nouveaux retraités franchissant le seuil des 1 200 € par le seul fait de la hausse des minima de pension se chiffrera entre 10 000 et 20 000 personnes. » D'accord, dont acte. Donc, il reconnaît que Jérôme Guedj avait raison. Écoutez ce qui se passait à l'Assemblée nationale le 16 février dernier, après lui avoir posé ses questions et lui avoir avancé ses chiffres, puisque Jérôme Guedj s'était rendu à la direction de la Sécurité sociale, qu'il avait mené une enquête. Écoutez ce que lui avait répondu le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Mais vous êtes tellement déconnecté de la réalité que vous pensez que pour une petite pension, 70 à 80 € par mois, c'est pas beaucoup. Nous avons chaque année 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités, grâce au minimum de pension, 200 000 vont avoir une pension plus importante que prévu. La réalité, monsieur Guedj, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Après des semaines à nous avoir expliqué qu'il n'y avait pas de déficit, vous avez reconnu qu'il y a un déficit. Vous ne savez plus comment faire. Vous avez mis toute la coalition autour de la France insoumise dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous refaire la cerise. Voilà, alors évidemment, après coup, ça fait plutôt mauvais genre. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce matin a pris la parole. Il a tenu à préciser donc effectivement, du fait de la réforme de la retraite, il y aurait 15 à 20 000 personnes qui bénéficieraient de ces 1 200 € en plus, alors que le ministre avait annoncé donc 40 000, mais ce sont 40 000 qui se cumulent entre ceux qui bénéficient de l'effet de la réforme et ceux qui, logiquement, l'avaient. Petite astuce, mais qui dit bien aussi l'erreur. Pour parler de ces débats qui vont se poursuivre au Sénat, nous avons notre politologue constitutionnaliste de référence, Benjamin Morel. Benjamin Morel, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, aux éditions du CERF. On en profite pour rappeler ce livre. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bon Benjamin, on va bien sûr parler des débats au Sénat, parce que déjà ça a pas mal avancé avec hier la commission qui a validé ce projet de loi sur les retraites. Mais avant, je voulais votre avis. Que va-t-il se passer concernant Olivier Dussopt? Vous l'avez déjà interviewé, nous le recevons sur les plateaux. C'est quelqu'un qui, bon, de toute façon a du talent puisqu'il est à ce poste, mais qui de temps en temps semble hésitant. Il a craqué dernièrement. N'est-il pas en train d'être dépassé par la tâche ? En grande partie, c'est-à-dire que c'est pas forcément un ministre qui a l'habitude justement d'une situation parlementaire, qui est une situation parlementaire aujourd'hui compliquée. Et il faut bien comprendre qu'elle va être également compliquée au Sénat pour d'autres raisons. Alors il va y avoir un peu d'obstruction par la gauche qui veut examiner l'article 7 mais ne pas voter le texte. Mais surtout, il va y avoir une droite sénatoriale
qui va être sur une offensive beaucoup plus fine en réalité, en tentant de faire adopter son texte et en tentant de le mettre en porte-à-faux. Or, la séquence que vous venez de montrer va probablement lui être ressortie, justement pour tenter de décrédibiliser le gouvernement et de faire valoir la version sénatoriale. Il y a deux choses. Alors bon, vous êtes politologue, on le sait tous, hein, il y a beaucoup de jeux de posture chez la femme et l'homme politique. Il faut en imposer. En termes de personnalité, Olivier Dussopt, alors, a peut-être l'avantage d'être quelqu'un qui dégage peut-être une petite fragilité, disons-le, mais que cette fragilité peut lui être bénéfique dans le cadre d'un débat où on hésiterait finalement à taper sur lui. Mais là, comme ils n'ont pas hésité à taper sur lui, la fragilité semble immense. La fragilité semble grande. Après, il tient quand même les débats. Il faut voir que cette assemblée cocotte minute que l'on a connue durant les débats à l'Assemblée nationale, elle était quand même particulièrement forte, hein, cette cocotte minute. On connaît des phases d'obstruction dans l'histoire de manière régulière. C'est pas en soi un problème, c'est une tactique parlementaire comme les autres. Mais là, on avait quand même une pression très très forte. Il a en effet parfois craqué. Il n'est pas tout à fait le premier. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus trop mettre l'accent sur cette fragilité. On a un ministre qui a tenu. Oui, mais alors le fameux en même temps, c'est vrai que les électeurs se disent il y a nécessairement un besoin d'incarner un projet, un besoin de le porter. Et s'il n'est pas incarné et s'il n'est pas porté de manière solide, forcément c'est la forme, mais le fond du coup est logiquement impacté par cette forme. Oui, mais si vous voulez, c'est un projet qui est multi-incarné, hein. Alors Emmanuel Macron tente de se mettre en retrait et il a plutôt bien réussi dans l'opinion. Mais c'est d'abord un projet qui est incarné ça par Olivier Dussopt, mais également par Gabriel Attal, par Elisabeth Borne. Quand vous prenez une enquête IFOP, je crois, hier pour Public Sénat, vous voyez que Gabriel Attal a pris pas mal de points en termes de notoriété et d'adhésion. Donc, alors qu'Olivier Dussopt en a plutôt souffert. Donc, le projet, entre guillemets, parce qu'il a plusieurs défenseurs dans les médias, etc., peut connaître justement ce type de variabilité, même si évidemment on a un ministre affaibli, mais avec un projet par définition très impopulaire, au-delà même des caractéristiques de l'individu, c'est pas très étonnant. Oui, j'entends ce que vous dites et ce qui est forcément intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a invité Benjamin Morel, mais Gabriel Attal qui finalement peut en ressortir plus fort, mais Olivier Véran aussi, brillant porte-parole d'une certaine manière dans la défense d'Olivier Dussopt, donc c'est comme si ça peut leur servir aussi. Bon, passons à cette partie Sénat. Donc rappelons-le, après 15 jours de débat houleux à l'Assemblée nationale, le projet de loi du gouvernement sur les retraites est donc arrivé au Sénat hier, en commission, donc hier le 28 février. Dès le 2 mars, demain donc en séance publique, le texte sera examiné jusqu'au dimanche 12 mars. On prend le temps, c'est important, et surtout, il faut proposer un débat, entre guillemets, propre. Que s'est-il passé hier? La commission donc valide ce projet de loi, c'est-à-dire vous, le constitutionnaliste, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, elle n'a pas vraiment validé le projet de loi, hein, parce que sur les PLFSS, en fait, il n'y a pas d'examen en commission. Il y a simplement le vote d'un rapport. Ce rapport donne des grandes orientations et permet de valider des amendements qui vont être repris par la commission. Et donc, qui, normalement, sont souvent validés par la séance publique, mais qui ne sont pas intégrés directement au texte. De l'autre côté, on va avoir des amendements qui vont venir d'ailleurs, notamment du groupe LR. On va notamment avoir un amendement sur régimes spéciaux qui pose pas mal de problèmes au gouvernement parce qu'il risque de mobiliser un peu plus un certain nombre de professions. Donc, on a là un enjeu qui est un enjeu, je dirais, de lecture en séance publique. Cette lecture en séance publique, elle va conduire la droite à modifier en profondeur le texte sur certains aspects et la gauche, à tenter à la fois de modifier le texte, mais surtout d'en freiner l'examen pour qu'in fine, il ne soit pas définitivement adopté, ce qui permet d'en fragiliser et la légitimité, mais également, il ne faut pas le négliger, la constitutionnalité. Donc on a une forme de jeu de dupes où on va avoir quand même un texte qui devrait être adopté d'une façon ou d'une autre par la droite, mais un texte qui sera profondément modifié. Et derrière la réunion de ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs réunis en conclave, dans lequel LR a plus de parlementaires que l'on a la majorité du président de la République, et donc dans lequel LR devrait quand même être en capacité d'imposer sa version du texte, dont on voit actuellement qu'elle apparaît au Sénat à la fois beaucoup plus dure que celle du gouvernement, mais également beaucoup plus dure que celle que souhaiteraient les députés LR. Donc ensuite, quand ça revient à l'Assemblée,
On verra ce que ça donne. Alors pour conclure, Benjamin Morel, on l'a tous appris à l'école, c'est-à-dire on apprend le système français législatif, on se dit tiens, il y a une loi avec 5 points, elle va à l'Assemblée, elle est votée, le Sénat essaye de le modifier, et puis ça revient après à l'Assemblée, où finalement on se dit bon bah le Sénat ça servit à rien, d'une certaine manière, on voit pas à quoi ça sert. Et puis là finalement sur cette situation et dans le contexte politique qui est celui donc de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que là, bien c'est le Sénat avec sa majorité, les LR, qui vont faire pencher la balance sur une loi, on va dire centrale. C'est la renaissance du Sénat là. En grande partie, c'est-à-dire que, et c'est pas que sur cette loi, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme la majorité est très très divisée, le gouvernement n'a pas intérêt, ne serait-ce que pour pas s'aligner le groupe LR à l'Assemblée, à marcher sur la tête du Sénat. Il a besoin, au contraire, d'essayer de trouver un consensus minimal avec le Sénat. Et encore une fois, en commission mixte paritaire, c'est vraiment un point essentiel, il y a plus de parlementaires LR. Donc, ce faisant, il faut forcément faire un deal sur pas mal de textes avec le Sénat. Sinon, vous vous retrouvez avec des derniers mots, voter à coup de 49 alinéa 3 à l'Assemblée nationale. Et voilà. Donc, en la matière, la droite sénatoriale a en effet de très très belles cartes dans son jeu. Merci Benjamin Morel, c'était très clair, nous avions besoin de vos lumières. En tout cas, ce matin, les sénateurs peuvent dire, nous justifions notre salaire. Et en tout cas, sur ce quinquennat, ça risque de durer.